On va attendre. En attendant, on active la communication de série. Une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va flasher. Voilà, et quand je flash, j'ai le résultat. Voilà, donc j'ai transmis ces informations TX data, et maintenant les données que j'ai reçues, voilà, donc RX data, je reçois bien le même type. Je fais les configurations hardware. Voilà, j'ouvre là, je sélectionne, j'active. Et ensuite, je vais flasher là. Et là, vous voyez que on a bien les valeurs de température, de pression et d'humidité de notre capteur. Si je m'arrête là, en température ambiante, on a 20 degrés Celsius. Voilà. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours pour la formation sur Zephy OS. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un autre périphérique de communication SPI, très utilisé toujours dans le domaine des systèmes embarqués car s'interface très facilement avec plusieurs capteurs. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir mettre en place une application pour pouvoir qui communique en utilisant la communication SPI autant pour moi, voilà, en respectant les, comment je vais dire, les guidelines, le protocole en respectant les règles de communication du protocole autant pour moi. Voilà, donc l'idée ici n'est pas de démontrer ou bien de me focaliser sur l'aspect communication de SPI, mais plutôt montrer comment utiliser des interfaces SPI ou bien de driver API de l'SPI avec Zephy pour savoir comment on peut mettre en place nos propres applications en utilisant les structures de données, en utilisant des macros bien définis pour pouvoir récupérer un certain nombre de paramètres depuis notre device tree et encore faire d'autres types d'applications en fonction du cahier de charge de notre application. À côté, il y aura des types définis là. Généralement il y a des callbacks lorsqu'on travaille en mode asynchrone, voilà, et aussi des fonctions qui vont permettre de réaliser un certain nombre d'actions de lecture, d'écriture, de lecture et d'écriture en même temps. Et je pense notamment à la fonction SPI transive DT ou SPI transive tout simplement. Voilà, donc on va lui donner, on peut regarder le prototype et on voit les paramètres de fonction qui doivent être accolés. Voilà, donc l'idée ça sera de vous faire un tout petit sample qui pourra vous montrer comment utiliser cela. Voilà, et à côté maintenant, dans un second temps, on pourra utiliser une autre interface sensor. L'idée c'est pour vous montrer un peu le potentiel qu'a Zephy. Donc au lieu d'avoir à mettre en place from scratch certains drivers, il y a certains drivers de sensor qui existent déjà et tout ce qu'on a fait c'est d'utiliser en fait simplement ce driver là qui a été mis en place. Voilà, donc dans un premier temps on va comprendre comment utiliser bien sûr les fonctions et les macros du protocole SPI, de l'API de Zephy. Voilà, et ensuite on pourra utiliser la librairie sensor pour récupérer des paramètres via le protocole SPI aussi. Voilà, donc cela dit, je vais directement revenir dans mon espace de travail. Donc la première des choses pour l'application que j'ai mis en place, il vous faudra configurer, activer la communication SPI dans votre application et ça se passe par la config SPI. Voilà,
Ensuite, on pourra activer les logs pour des raisons de debug. Libre à vous. Prinka aussi, ça marche. Voilà. Donc, en ce qui concerne les fichiers de superposition, il y aura une communication à 8 MHz. Donc, je le configure là. Et par la suite aussi, je pense c'est pareil avec les cartes de chez Nordic Semiconductor. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir côté hardware. Maintenant, si je viens dans l'application, la première des choses à rajouter, c'est déjà ces fichiers d'entête pour pouvoir utiliser les fonctions même de notre API Zephy pour la SPI. Donc ça, j'ai pas besoin de ça. Là, j'ai défini de manière automatique la sélection de périphériques à utiliser, et le périphérique est plus lié au périphérique SPI compatible Arduino en fait. Donc pour les séries G0, il faudra utiliser le SPI 1, et pour tout ce qui est nordique, il faudra utiliser le SPI 3 qui est connecté aux broches Arduino en fait. Voilà. Donc auquel cas il n'y aura pas de connexion. Du coup, je récupère juste la fréquence qu'on a définie tout à l'heure en utilisant la macro DTprop. J'aurais pu utiliser, je pense, j'aurais pu utiliser une macro ici là pour récupérer la fréquence. Ah non, il n'y en a pas. Non. Ok, donc ça reste valable là. Et l'adresse du slave, généralement, c'est à 0. C'est pas comme le protocole IDC où généralement des adresses doivent être bien connues et spécifiées depuis la fiche du constructeur en fait. Voilà, donc c'est pas pareil. Donc la première des choses qui est très importante ici, c'est de définir nos fichiers de configuration, donc les opérations qui vont être effectuées. Voilà. Donc déjà, ce qui se passe ici, c'est que on va définir un mot de 8 bits, la taille de mot SPI à 8 bits. Voilà, il peut avoir 16 et même 7, 9 et tout. Voilà. Cela donc signifie qu'à chaque transfert, SPI envoie ou reçoit des blocs de 8 bits en fait. Voilà. Donc SPI transfert MSB, voilà, signifie que les bits sont transférés du plus significatif au moins significatif en fait. Voilà, ça c'est une conversion SPI. Voilà, SPI OP mode master en fait, cela va définir notre périphérique comme le maître. Voilà, donc c'est lui qui va contrôler tout, l'horloge, la sélection des esclaves et tout. Ensuite, on utilise une seule ligne de données SPI pour le SPI line single en fait. Voilà, donc c'est généralement du classique avec du MOSI et du MISON en fait. Voilà, donc ensuite la dernière configuration c'est le chip select. Je vais dire maintenir le chip select en actif, voilà, entre plusieurs transferts. Voilà, donc après ici je n'aurai même pas besoin en fait. Donc une fois cette configuration faite, et qui normalement si je regarde vient de SPI config, là on a les opérations en fait. Voilà, et les opérations, généralement voici les opérations qu'on va configurer, et c'est ça que je fais là en fait. Donc il y a certainement des macros qui permettent de configurer toutes nos opérations là. Donc voici le mode, si on veut plutôt mettre en slave, c'est ça. Donc ces informations SPI transfert MSB, voilà, donc c'est ici que je récupère toutes ces informations et je configure en fonction de mon application et des exigences en fait. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que je vais récupérer mon device depuis mon hôte avec la macro DT et device DTGet. Voilà, ensuite je vérifie si c'est prêt, voilà, si les configurations ont été bonnes.
Et ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est définir la donnée que je vais transmettre. Voilà. Ici, on va faire du loopback, c'est-à-dire la broche MISO sera connectée à la broche MOSI. Voilà. Donc, je vais envoyer un certain nombre de données aléatoires définies sous ce format. Voilà. Le buffer de réception, il est vide pour le moment. Et du coup, je vais utiliser quelle fonction? SPI transif. Donc SPI transif, qu'est-ce que ça va faire? Si on lit la description, ça va lire et écrire un certain nombre de données en utilisant le driver SPI en fait. Voilà. Donc ça attend en entrée la configuration qu'on lui a donnée et en paramètre la configuration et des buffers de transmission et de réception avec le type, la structure SPI buff7. Voilà. Donc je dis ça pourquoi? Parce que ici nous aurons d'abord défini notre buffer de transmission qui va contenir cette donnée. Ensuite nous allons définir notre buffer de réception qui sera vide pour l'instant. Ensuite la structure qui est entendue par notre fonction SPI transif, on va lui passer ça. Et son avantage c'est quoi? Son avantage c'est que on pourra l'utiliser pour plusieurs communications sans avoir à redéfinir ou à allouer encore une nouvelle mémoire en fait. Donc c'est ça la particularité de l'utiliser en fait. Donc une fois qu'on fait cela, tout ce qui va rester à faire c'est de passer cela en paramètre en fait. Voilà, donc je le fais là et ensuite je vérifie ici. Si tout se passe bien, il y aura 0. Sinon ça peut me renvoyer un opération error not spotted pour dire qu'il y a des erreurs dans notre dans les configurations, ou alors un Einvan peut nous dire que des paramètres de configuration peut-être ne sont pas valides, ou alors d'autres types d'erreurs. Voilà, donc une fois cela fait, tout ce que je vais faire c'est afficher le message reçu dans mon buffer de réception que j'ai défini plus haut là et qui est nul à l'initialisation. Donc ce que je vais faire c'est maintenant je vais compiler mon test sur la Nucleo G071RB. Donc on va attendre. En attendant on active la communication série. Une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va flasher. Voilà, et quand je flash j'ai le résultat. Voilà, donc j'ai transmis ces informations TX data et maintenant les données que j'ai reçues, voilà, donc RX data, je reçois bien le même type de données en fait. Voilà, donc ce log cela permet de bien afficher ces valeurs comme vous pouvez le voir là en fait. Donc là ça met en évidence comment on peut utiliser le protocole SPI en mode loopback et avoir les données dont on veut. Donc maintenant la prochaine étape, j'ai une seconde application, je l'appelle Sensor SPI. Sa logique est un peu différente, donc je vais fermer tout ceci et l'idée c'est de pouvoir utiliser en fait la librairie Sensor. La librairie Sensor contient un ensemble de drivers qui ont déjà été définis pour un certain nombre de capteurs existants déjà sur le marché, et en l'occurrence la BME 680 en fait. Donc dans le support logiciel de notre application, il faudra activer la communication SPI, il faudra activer le driver Sensor, il faudra activer notre capteur BME 680, voilà, le GPIO pour les chiffres select notamment, et aussi le fait que nos virgules flottantes puissent être supportées. Donc si on savait un peu creuser là, du coup on se rend compte qu'on peut utiliser le BME soit sur du bus I2C ou sur du bus SPI. Pour notre exemple on va utiliser ça sur le bus SPI, et derrière le sensor c'est un peu plus générique et on pourra l'utiliser en fonction du capteur qu'on a. Donc ce que moi je veux vous faire comprendre par là, c'est que des fois on peut développer des trucs from scratch, pourtant le driver sensor a déjà développé un certain nombre de choses, et bien sûr ça a son interface là en fait. Voilà, donc
l'interface, vous pouvez la voir là, et du coup, ça définit déjà un certain nombre de fonctions qui permettent de récupérer les résultats qui permettent de récupérer les valeurs de nos capteurs, que ce soit de la température, de la pression. Et justement, c'est ça l'exercice que j'ai envie de faire pour vous faire comprendre que des fois, vous n'avez pas forcément à écrire quelque chose from scratch ou à réinventer la roue, car les choses existent déjà et peuvent déjà être adaptées à votre application en fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter donc le projet, mais pour cela, il faudra d'abord penser à la connexion qui va être faite là. Donc, j'ai mon BME 680 et ce que je vais faire, c'est que il faudra connecter le chip select au chip select, le MISO au SDO, le MOSI au SDA, le serial clock voilà, clock de notre capteur, le ground au ground, le VCC au VCC. Voilà. Donc, pour les nucléos, il faudra connecter aux broches Arduino D10, D11, D12, D13. Et pour les cartes du Nordic, il faudra connecter à ces broches P1, 15, 13, 14 et 16. Donc, une fois cela dit, maintenant, nous pourrons regarder nos fichiers de superposition pour chaque carte. Donc, lui va utiliser le SPI 1. Et voilà, la fréquence de communication sera à 10 MHz et le compatible, regardez bien le compatible c'est du Bosch BME680 en fait. Voilà, donc pour vous faire comprendre que en fait il y a déjà toute une librairie qui permet de récupérer les valeurs de température et de pression de notre capteur BME 680 en utilisant le protocole SPI ici. Donc pareil, SPI 3 pour de l'Nordic, en fait toujours les mêmes configurations simplement, et le compatible est là. Donc une fois tout ceci défini, ce que je vais faire maintenant, c'est que je reviens dans notre application. Voilà, donc tout ce que je vais faire, c'est récupérer la valeur de notre le nœud de notre capteur qui se trouve là, donc avec le nœud de label MySensor. Maintenant, je vais vérifier que on a bien récupéré le node si est bien configuré. Voilà. Et ce qui va me rester à faire, c'est tout simple, comme vous pouvez le voir là. Je vais juste utiliser une fonction pour récupérer la température, la pression et l'humidité. C'est la fonction sensor channel get. Voilà. Donc la fonction sensor sample fetch, voilà, va me permettre de configurer, et un peu comme faire de l'écriture, envoyer des requêtes pour réclamer ces valeurs en fait. Voilà, donc si je reviens là, on va chercher la fonction. Elle se trouve où? Sensor fetch, sensor, le nom de la fonction c'est quoi? C'est sensor sample fetch. Voilà, sensor sample fetch, sensor sample fetch. Voilà, c'est là. Donc c'est ça, fetch from the sensor and store in initial driver buffer. Voilà, donc c'est vraiment récupérer les valeurs d'échantillonnage et de les stocker dans un buffer. Voilà, donc si tout se passe bien, ça retourne 0. Et ensuite, il y a le sensor channel get, c'est où? Sensor channel get, voilà. Donc c'est lui, non, je pense pas que ce soit ça, c'est le sensor channel get. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on doit lui préciser notre sensor channel et ensuite la valeur qui va récupérer le résultat dont on attend. Donc comment on fait pour connaître ces macros à préciser? On revient encore dans notre structure. Et ce qu'on va faire, c'est, comme on attend du sensor channel, on va voir les valeurs qui sont attendues. Donc, si j'avais plutôt un capteur
comment je vais dire, INIMU. Voilà, donc je pourrais récupérer les valeurs d'accéléromètre, du gyroscope, de la magnitude. Je dis pas de bêtises. Voilà. Mais comme j'ai affaire avec un capteur environnemental, là, je veux récupérer plutôt la pression. Je veux récupérer la température ambiante. Je veux récupérer l'humidité. Et il y a même la possibilité de récupérer le gaz en fait. Voilà. Donc ça, tout ce que j'ai à faire, c'est de préciser juste ces macros là avec mon device. Et ensuite la valeur qui va stocker l'information en fait. Donc une fois que je fais ça, je pourrai afficher mes différentes valeurs avec cette petite précision qui sera faite là, et qui, si je me trompe pas, provient du datasheet en fait. Voilà, je saurais plus trop retrouver l'information, mais ça provient du datasheet en fait. Voilà, donc une fois que tout ceci est dit, il ne manque plus qu'à afficher nos différentes valeurs de température, de pression et d'humidité. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais builder mon projet. C'est le nom du projet, c'est Sensor SPI. Je build. Pendant ce temps, je connecte ma carte. Voilà. Elle est connectée. Ah oui, c'est normal parce que c'est plutôt la Nicolo F446RE. Voilà. Qui supporte, sur lequel j'ai fait le projet. J'ai fait les configurations hardware autant pour moi. Voilà, j'ouvre là, je sélectionne, j'active et ensuite je vais flasher là. Et là, vous voyez que on a bien les valeurs de température, de pression et d'humidité de notre capteur. Si je m'arrête là, en température ambiante, on a 30 degrés Celsius. Voilà. Donc voilà un peu l'une des forces que moi je trouve très bien cette librairie, honnêtement. Avoir une librairie qui recense déjà, qui a déjà mis des drivers compatibles avec l'API de Zephy, que ce soit pour communiquer en SPI ou en I2C, et qui nous permet très facilement d'avoir les valeurs de température, de pression de nos capteurs. Moi je trouve ça vraiment bluffant en utilisant deux fonctions, un pour récupérer le résultat de notre échantillonnage, l'autre pour récupérer les résultats et afficher directement. Pour moi c'est vraiment très bénéfique et très facile en fait. Donc ce que je fais, je reflash encore mon application et j'ouvre mon moniteur série pour voir nos valeurs ambiantes en fait. Voilà, donc comme je l'ai dit, il fait 31 degrés, ça a légèrement augmenté, et voilà les valeurs de pression en pascal et de l'humidité aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous sera très utile. Donc souvent, avant de partir pour développer des applications from scratch pour vos capteurs, il peut exister déjà le driver avec le capteur qui va avec, quoi. Voilà, donc il y a plein de capteurs là. Si vous allez dans la driver sensor, vous allez voir plein de capteurs, notamment la BME280 aussi qui est là. Donc il faut juste de faire un tour pour vous rassurer que si votre sensor existait déjà. Il y en a plein là, je vous le dis, et ensuite vous pourrez l'utiliser simplement en activant le drive là, et ensuite en important les librairies nécessaires pour récupérer vos données. Voilà, donc j'espère que cela vous sera très utile, et pourquoi pas pour le petit challenge, vous pouvez aussi développer from scratch, question de consolider vos bases sur Zephy comme je l'ai fait avec l'I2C. Voilà, c'est tout, et je vous dis à la prochaine.